22 ans après, le FC Martigues évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. La Venise provençale a obtenu sa montée lors de la dernière journée en battant Nîmes et accompagnera donc le Red Star en 2e division. Bonjour les socios, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du temps additionnel. On va se poser tranquillement pour comprendre comment ce club au budget modeste a réussi l'incroyable exploit de monter en Ligue 2. Avant de vous présenter mon plateau, les socios, je voulais remercier notre partenaire unbonmaillot.com qui nous permet d'enregistrer cette émission et de vous proposer toujours de très beaux contenus comme toujours sur la chaîne YouTube du Club des 5. Pour parler donc ces secrets de la réussite du FC Martigues, je salue tout d'abord mes deux acolytes qui vont m'épauler aujourd'hui. Suivra assidu du championnat national, Walid Acherchour. Comment ça va, Walid? Ça va super, salut Hugo, salut Manu. Je ne vais pas spoiler les invités. Salut les invités. Je suis très très content d'être là parce que c'est une formidable histoire et on a envie de comprendre comment elle est née et comment elle s'est déroulée. Et puis je pense qu'à ma gauche, je parlais de suiveurs assidus du national. Ouais. On ne peut pas faire mieux aujourd'hui dans le journalisme, donc je suis content aussi de recevoir Manu. Et que Manu soit là pour la première fois au Club des 5, c'est cool. Effectivement, on a un très bon qui va nous accompagner, qui commente le National depuis très longtemps, depuis des années, qui a présenté la soirée des trophées du National. Monsieur Emmanuel Moine, avec nous. Salut les gars, merci de l'accueil. Franchement, c'est un rêve de gosse que je réalise aujourd'hui, être dans le CD5, avec toutes ces étoiles, etc. Autour de toutes ces étoiles autour du plateau. Merci pour l'invite en tout cas. On est content de t'avoir parce que tu vas nous être d'une aide précieuse pour parler de ces Martigues, vu que voilà, tu les as commentés très souvent, régulièrement. Et donc pour parler de Martigues, nous avons les deux meilleurs représentants du club, les deux architectes de la montée. Tout d'abord, Grégory Poirier, l'entraîneur du FC Martigues depuis 3 saisons maintenant. Salut Grégory, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. On est très content de te recevoir et pour parler de la réussite du FC Martigues. Et à tes côtés, le directeur sportif du FC Martigues, Jamal Mohamed. Bonjour, bonjour. Ça va Jamal? Ça va, tranquille, ça va. Très heureux que tu sois avec nous aussi aujourd'hui. On est très content de vous recevoir tous les deux. J'espère que le plaisir est partagé. Ça vous plaît ce genre de format de parler? Est-ce que vous connaissez déjà le Club des 5? Vous avez déjà entendu? J'ai entendu parler, moi. C'est une belle émission. Et ouais. Il y a des bonnes histoires. Grégory, tu avais déjà entendu aussi parler du Club des 5? Je l'ai suivi et je l'ai vu. J'ai eu l'occasion de le voir l'intégralité sur 2 émissions très enrichissantes, on va dire, sur les discussions, parce qu'on peut aller en profondeur sur certains sujets. Tu parles du Havre et du Red Star, notamment. Il y en a eu d'autres. Il y a celle sur Dunkerque qui est sortie il y a quelques jours et vous pouvez la voir avec Dembaba. Ça va, c'est sympa Paris, de monter à Paris. Ça va, on quitte le sud avec un polo et ici avec un manchon. Mais ça va. Voilà, Grégory il est resté dans le thème, il est en t-shirt quand même. La pluie, le beau temps, la pluie, le beau temps, la pluie, le beau temps. C'est ça. Bon, comment ça va quand même depuis cette montée historique pour le FC Martigues? Je le disais, 22 ans après la dernière saison en Ligue 2. Comment on se sent après de telles scènes de joie et cette montée à la dernière journée? Je commence avec toi Grégory. C'est un sentiment quand même qui prédomine, c'est un sentiment de fierté parce qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel. Il y a tellement de points où on peut ramener le caractère exceptionnel de ce qu'on a fait. Après, c'est vrai que c'est un marathon, donc c'est beaucoup de fatigue. C'est toute la pression qui retombe parce que cette année, encore une fois, on était en haut. Et on voulait finir le travail. Et pour finir, c'est très, très dur, très, très long. Donc voilà. Puis après, il y a les nuits qui sont un peu plus courtes parce qu'on savoure aussi et parce qu'on fait ça. Donc c'est un moment particulier avec beaucoup de fatigue, mais c'est de la bonne fatigue. Le stade n'avait pas connu une telle affluence depuis la réception du PSG en 2003 pour un match de Coupe de France. C'est beau quand même de finir la saison avec une ambiance pareille. Ouais, c'est l'apport du public, je pense, quand on voit un peu la victoire difficile et qu'on a réussi à acquérir. Heureusement qu'on avait le soutien du public. À la fin, quand il y a eu le coup de sifflet final, on n'a pas pu gérer tout d'ailleurs. On aurait voulu, je pense, partager un moment avec Jamal et les joueurs, mais c'était tout éparpillé. On n'a pas eu le temps de se rejoindre. Envahissement de terrain. Envahissement total, mais c'est des émotions extraordinaires. L'année dernière, on avait eu du public sur la fin de saison. Cette année, j'ai trouvé que ça avait tardé un peu, malgré encore une fois le haut de tableau et le jeu proposé, mais c'est comme ça. On est très content d'avoir du monde et j'espère que ça va perdurer à Turcan. Un petit mot, Walid, Manu, pour démarrer cette émission? Non, mais bon, pour revenir très rapidement sur Martigues, parce que c'est une équipe qui, avec Greg Poirier, produit du très très beau football depuis 2 ans. Moi, j'ai la chance avec le Red Star de pouvoir les suivre et ça a été un concurrent constant sur les 2 dernières années. L'année dernière, on pensait qu'ils allaient monter et ils méritaient aussi la montée et ça a échoué au dernier moment. Et cette année, on le disait un petit peu en off, c'était un peu le contraire de l'an dernier où ils étaient 3e souvent et au final, c'est sur la fin qu'ils ont réussi à passer devant Niort.
Et puis moi, je suis très très content parce que c'est un travail de fourmi avec beaucoup de vertus. Il y a quelque chose qui transpire de ce club. En tout cas, à chaque fois quand je les vois jouer, je vois une vraie identité avec de très très bons joueurs. Et c'est bien d'avoir aujourd'hui les deux acteurs pour pouvoir en discuter. Parce que au National, nous, on a mis l'accent sur le Red Star, mais il n'y a pas que le Red Star. Il y a des très très belles équipes et de très très bons clubs qui travaillent bien. Il y a aussi Rouen, par exemple, cette saison. Niort aussi jouait un beau football. C'est un championnat qui est très très compliqué, qui est très complexe, mais qui sort de très bons joueurs et peut-être sûrement de très très bons entraîneurs. Donc c'est intéressant dans le club des 5 de les avoir. On est très content de mettre à l'honneur aujourd'hui le FC Martigues pour parler de leur saison. Et justement, vous partez, pour revenir un petit peu en arrière, oui, faut parler de ça, ouais. De cette montée ratée. La saison, je reviens un an en arrière, la saison 2022-2023. Cette défaite 3-0 contre Bastia Borgo lors de la dernière journée, qui était pourtant condamnée à la descente. J'imagine que ça a dû vous servir, ce point d'ancrage, pour monter cette saison. Comme il a dit tout à l'heure le coach, c'est vrai que le fait, même si ce n'est pas une excuse, mais le fait d'avoir joué lundi face à Nancy et avoir enchaîné vendredi le match, même si tous les matchs sont importants, mais match capital, on a manqué de fatigue, on a manqué de fraîcheur. Donc, mais c'est vrai que par rapport à cette expérience-là, cette année, on avait s'il fallait passer par des matchs comme ça, ben vraiment, on a fait en sorte de bien se préparer, quoi. Moi, surtout, la question que j'ai envie de poser par rapport à l'année dernière, c'est que l'an dernier, vous êtes promu, vous faites une saison qui est incroyable, une très très grande surprise de vous voir premier pendant une grande partie de la saison, et vous avez un petit peu, entre guillemets, choqué, comme disent les jeunes, sur ce match contre Bastia Borgo, où vous perdez 3-0 contre le 18e. Nous, à l'époque, on parlait beaucoup du National, et on a entendu toutes les histoires autour de beaucoup de fantasmes autour de ce match acheté, pas match acheté, qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu de la pression, pas de la pression, et surtout, après ce match-là, comment, en fait, vous repartez l'année d'après avec les mêmes objectifs et en allant chercher cette montée. Quand on sait tout ce que ça prend comme énergie, comme fatigue mentale que tu expliquais tout à l'heure, après ce match, cette non-montée contre Bastia Borgo, parce qu'après derrière il y avait eu un match contre Versailles, je crois, sur la dernière journée. Expliquez-nous déjà ce qui s'est passé ce jour-là et surtout comment vous avez eu la force de reconcerner un groupe, parce qu'il n'y a pas eu trop de départs en plus. Comment vous avez rempilé, toi directeur sportif, toi Greg au poste d'entraîneur. Expliquez-nous un petit peu cette jeunesse de cette saison, ce rebond, quoi. Déjà la saison dernière, faut savoir que le symbole du championnat, et encore plus de nous l'année dernière, c'est que tout le monde pouvait battre tout le monde et perdre contre tout le monde. Donc c'est pas comme en Ligue 1 où tu as très peu de surprises, ça reste un championnat très homogène, et on avait quand même perdu beaucoup de points contre les équipes relégables. Donc c'est pas non plus une énorme surprise, hormis le fait que Borgo ne jouait plus rien, mais ça a fait aussi taire certaines mauvaises langues sur les matchs arrangés du Sud, parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. Mais on a cette double confrontation dont a parlé Jamal avec Nancy derrière Borgo, qui fait qu'on prépare moins bien le match. Et je pense qu'on n'a pas mis les ingrédients et que, voilà, comme j'ai dit dans la presse, on a fait les cons. Après, ça arrive dans le foot. Tu pars dans un contexte synthétique où tu prends un but sur contre et après tu cours après le match. Tu ne sais pas s'il faut rester calme, s'il faut t'énerver. Et il se passe ce qui se passe où tu as le ciel qui te tombe dessus. Où c'est un côté exceptionnel, c'est que l'année d'après, tu te dis mais comment on va repartir? Parce qu'on était déjà en train de surperformer. On savait qu'on avait optimisé, que ça soit dans le recrutement ou dans le travail de la direction sportive, ou moi dans le pilotage de l'entraînement et du système sportif. Mais il y a un truc qui est fort chez nous, c'est qu'on a une identité de jeu très joueuse. Donc déjà, quand tu dis à tes joueurs, on va repartir à la guerre, c'est dur, mais si tu leur dis, on va repartir à la guerre, mais en jouant au ballon, c'est déjà plus facile. Les mecs prennent du plaisir à jouer ensemble. Si j'étais dans un projet de jeu très défensif, sur le mental, etc., forcément, si c'était ma priorité, ça aurait été compliqué. Donc là, on savait qu'on allait rejouer au ballon. Et aussi, on avait un bon vestiaire, une bonne qualité de vie. Donc, tu as plaisir à te retrouver malgré l'échec. Derrière, comme tu as dit, on a perdu Zach et Fdaouche, mais on a quand même réussi à conserver l'effectif. Donc ça, c'était une de nos forces aussi. Et j'ai très vite vu, dès les premiers jours, ce plaisir à se retrouver, à rejouer ensemble. Par contre, on a eu une année un peu différente. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va repartir par le jeu pour être en haut. Et on l'a fait, même s'il y a eu parfois des dynamiques un peu plus difficiles sur septembre-octobre. Et là où on a été fort, c'est qu'une fois qu'on a été en haut,
en étant chasseur cette fois-ci. On a joué plus sur le mental, sur les valeurs, pour aller décrocher cette Ligue 2. Donc on a eu une partie très joueuse et on a eu une deuxième partie plus à l'état d'esprit. Cette défaite contre Borgo, pardon, on en a souvent parlé, on a eu l'occasion d'en parler. Tu m'as souvent parlé de traumatisme. J'ai eu l'occasion de te voir le lendemain de cette défaite et j'ai vu un homme qui était blessé, même abattu. Est-ce que tu pourrais dire justement que après ce match-là, tu pouvais te poser la question de savoir si tu allais continuer dans le football et que c'est le 1er juillet en allant au premier entraînement que justement tes joueurs t'ont redonné peut-être la force que tu semblais ne plus avoir après ce match-là, après cette saison-là? La chance que j'avais, c'est que j'avais pas le choix. C'est-à-dire que j'étais pris au BEPF et j'étais un jeune entraîneur. Mais j'avoue qu'avec 15 ou 20 ans de plus, tu sais pas si le train il va repasser. J'étais vraiment meurtri, donc ça a été très très dur, surtout que j'avais eu la chance d'avoir connu beaucoup de montées et d'avoir accédé, c'est-à-dire d'avoir réussi à les décrocher. Et là, c'était un premier échec dans le fait de jouer les montées. Donc, je pense qu'il y a eu une première étape, il fallait se redynamiser, se revitaliser. Après, comme je t'ai dit, il y avait le BEPF. Après, il y a eu les discussions avec mes dirigeants. Et puis, ce premier jour, comme tu as dit, où là, j'ai vu mes joueurs prendre plaisir à revenir, ça m'a rassuré. Toi, comment tu as vécu ça, Jamal? C'est quoi le rôle d'un directeur sportif? Après, en fait, le mot déconvenu, c'est pas le bon terme, je pense, parce que si on vous avait dit en début de saison que vous terminerez 3e de national en étant promu, vous aurez signé tous les jours. Mais cette frustration, c'est quoi le rôle de Jamal à ce moment-là? Le rôle de Jamal, c'est de repartir de l'avant. C'est vrai que c'est dur. Il n'y a pas le temps aussi, parce que le championnat est fini mi-mai. Il faut repartir sur le recrutement. Et j'ai rencontré Greg, j'ai dit, écoute, ça fait mal, mais il faut repartir. Moi, je savais que si on gardait l'ossature de cette équipe, on allait gagner du temps. Même c'est vrai que c'est toujours dur à entendre, mais comme ils ont fait pour perdre ce match, ils l'ont fait exprès, ils veulent pas monter, ils l'ont vendu. C'est dur à entendre, mais notre force à moi et Greg, c'est on s'est dit, on est jeune, on est ambitieux, on s'est pas passé ce coup-ci, mais si on met les ingrédients, on arrive à garder notre ossature, je pense qu'on peut le faire. Donc on s'est remis directement au travail. Il fallait conserver l'ossature, ce qu'on a fait. Et après, comme il a dit le coach, dès la reprise, on a senti un groupe qui était content de se revoir. Et il fallait y ajuster, comme le départ d'Eve Daouche, c'est vrai qu'on ne s'entendait pas. Il est parti à Dijon. Il est parti à Dijon. Donc il fallait réajuster un joueur supplémentaire. Mais je pense que la force, c'était que moi et Greg, on avale cette déception, qu'on repart de l'avant. Et ça nous a donné raison. Et comment tu fais justement pour garder cette ossature-là? Parce qu'on sait que Martigues n'a pas les plus grands moyens du championnat, que les joueurs justement individuellement s'étaient montrés. Il y en a beaucoup qu'on n'avait pas vu justement dans la division parce qu'ils évoluaient en dessous. Comment tu fais pour garder cette ossature, pour les convaincre de rester? Est-ce que les nouveaux moyens, par exemple, du nouveau propriétaire ont aidé? Et est-ce qu'à un moment donné, toi, ta réflexion de directeur sportif, c'est pas de te dire ce groupe, il est peut-être atteint par le traumatisme justement qui a été vécu. Est-ce qu'il ne faut pas redynamiser, changer quelque chose? Non, les budgets, c'était les mêmes. Hein. C'était les mêmes. Après, Martigues, c'est une belle ville, il y a le soleil. Non, le vestiaire, il vit bien. Franchement, ce vestiaire, c'est mieux qu'une équipe, c'est une famille. Non, aujourd'hui, avec Greg, on s'entend bien. On s'entend bien. Bon, comme je dis, c'est un jeune entraîneur, mais qui a quand même un certain vécu. Moi, j'ai quand même cette expérience aussi. Avant ça, j'ai pas mal... tourné à droite et à gauche. On va en parler. Voilà. On va détailler un peu après les parcours respectifs. Notre force, que voilà, moi et lui, on voit le football dans la même vision. Donc, c'est des discussions qu'on a. Aujourd'hui, un entraîneur, je pense que la force d'un directeur sportif et un entraîneur, il faut que chacun reste à sa place. Je pense, voilà, moi, je suis là pour diriger, lui pour l'entraîner. Et de deux, si les deux, on peut être en désaccord. On peut être en désaccord. Mais le plus important, c'est que nous deux, on va dans le même sens. Et si ces choses-là se rejoignent, je pense qu'il n'y a pas de problème. Parlons un peu de toi, avant de rentrer en détail aussi pour Greg juste après. Moi, la première fois qu'on m'a parlé de Jamal, on m'en a parlé en bien, notamment sur ton travail aux Comores et aussi dans le sud. Tu as travaillé à Consola notamment, et j'ai l'impression que Martigues, c'est un peu un Consola 2.0, mais avec une fin qui est bien meilleure sportivement. Parle-nous un petit peu de ton parcours, de comment tu en es arrivé là. On sait que tu as été ancien joueur
N2. Milieu défensif. Voilà, milieu défensif. Tu as une réputation et un respect sur la région qui est assez dingue, qui est assez unanime. Comment tu as réussi, toi parce que tu récupères Martigues, parce que tu as eu 2 passages à Martigues, mais ton deuxième passage, tu les récupères en N2, donc là, tu les emmènes en Ligue 2. Parle-nous un petit peu de ton travail. Je parlais de travail de fourmi tout à l'heure, la méthode, la recette, les clés. Moi, en tout cas, ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Mais écoute, c'est vrai que j'ai commencé à Marseille Consola, j'étais simplement joueur. C'est vrai que dans la région, j'ai joué pas mal dans plusieurs clubs, mais en National 2, j'ai toujours été capitaine, j'ai toujours été un leader. Et c'est vrai qu'arrive une saison, le président Jean-Luc Mengalon, vers décembre, janvier, le club manquait un directeur sportif et c'est là qu'il me propose le job. Moi, je pensais qu'il me mettait dehors parce que je prenais un peu d'âge. Mais de l'autre côté, c'est pour ça que je tiens à le remercier. Et il m'a dit que j'avais toutes les qualités d'être un directeur sportif. Et j'ai terminé ma saison et de là, je suis rentré dans ce rôle-là qui m'a plu et je me suis fait mon petit trou. En 2014, c'est ça, tu voilà. C'est à ce moment-là que tu deviens directeur sportif. Voilà, N2. Ma première année, je monte en national. Donc, c'est vrai que je monte directement en national. Je découvre ce championnat qui est passionnant, pour moi, c'est un top championnat qui n'a rien à voir avec la N2. Et je me fais les dents tranquillement, doucement, sans recruteur, bien sûr. Donc voilà, je travaille. J'ai quelques collègues agents un peu à droite à gauche, des scouts. Moi, Système D au début, quoi. C'est un système. Voilà, système D. Système D au début. Après, moi, ma force, c'est vrai, j'aime bien les jeunes joueurs, un peu les revanchards, des joueurs qui sont passés par des centres de formation, qui ont eu des échecs. Qui n'ont pas été retenus par des clubs professionnels, etc. Je mise beaucoup sur ça. Et jusqu'à présent, ça me sourit. Hein. J'ai fait plusieurs joueurs, des Mchangama, aujourd'hui, ils ont fait leur grosse carrière en Ligue 2. Des Faye Sedemani, qui ont passé par la Ligue 2. Maintenant, ils sont en Ligue 1. Après, maintenant, ils sont en Arabie Saoudite. Des Omod Bozok, qui ont fait des belles carrières. Donc, aujourd'hui, il y a du F Daouche, il y a des joueurs comme Emia. Donc, voilà, je travaille avec mes outils. C'est vrai que où je suis parti, j'ai jamais eu de cycle de recrutement. J'ai tout fait tout seul. Après, c'est vrai que j'ai quand même un certain réseau qui me permet d'avoir un coup d'avance sur certains clubs. Mais avec mes moyens, je me démerde tout seul. Mais au-delà du réseau, c'est quoi? T'arrives à persuader les joueurs parce que sur l'attrait financier, c'est quand même très très compliqué. On en parlera après. Il faut que tu nous racontes quelques anecdotes. Il y a aussi le fait d'être comorien et d'avoir eu aussi des opportunités sur des joueurs comoriens. Tu as travaillé avec la sélection aussi. Ça t'a aussi aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Admettons, sur le budget, c'est vrai que Bozo, quand je le récupère de Metz, je peux que lui offrir 1600 €. Et c'est vrai que pour 1600 €, un joueur qui vient de Metz, il ne comprenait pas. Mais j'ai persuadé. La vie, déjà, c'est vrai que dans le sud, il y a le soleil. Mais je lui dis comme quoi, s'il venait ici, j'étais persuadé qu'il allait rebondir dans un club professionnel. Donc c'est vrai, j'ai quand même ce crédit envers ces joueurs. Quand je fais... de toute façon, pour un directeur sportif, c'est quand tu fais un coup qui marche et tu joues dessus. Pour revenir un petit peu à la résilience, qui serait un peu le mot, je pense, pour votre saison, si tu n'avais pas eu ce groupe, justement, avec autant de personnalité et de caractère, quelque part, vous auriez pu mourir avec vos idées à la fin de saison dernière. Ouais, et puis en plus, moi, je trouve qu'il a été intelligent, c'est parce que moi, j'aime beaucoup les joueurs de caractère, en fait. Il y a beaucoup de coachs qui n'aiment pas parce que ça te fait dépenser beaucoup d'énergie. On a mis en plus un staff élargi parce que c'est aussi une force collective, une force de travail derrière. Et pour gérer ces joueurs de caractère, il faut parfois... être plusieurs, avoir un gros collectif en face. Et moi, j'aime manager des joueurs de caractère, Jamal aussi. Et quand le collectif ne prend pas le dessus sur l'adversaire, dans le rapport de force, ce sont les individualités qui font débloquer les situations. Et on l'a vu où il y a certains matchs en fin de saison, on n'était pas au-dessus de l'adversaire, on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir. On a vu des Orinel, on a vu des Tlili nous sortir de situations difficiles. Donc là, on est bien content d'avoir des joueurs de caractère. Même si ça ne veut pas dire que ces deux noms sont plus durs que les autres à entraîner, mais on a des joueurs forcément de caractère. On a Zouaoui aussi, on a beaucoup de caractère, mais ça nous fait notre force aussi. Les arbitres, ils en parlent souvent et ils parlent beaucoup sur le terrain. On reviendra sur la connexion Walid Orinel et Greg Poirier. Mais on a fait le CV de Jamal, on peut faire... Oui, on va faire celui de Greg. Mais très rapidement sur la constitution d'un effectif N2, N1.
Quelle est la différence aujourd'hui? Quelle est la différence et surtout en termes de grille salariale, parce que tu parlais des 1600 € de Bozok. C'est quoi, pour qu'on comprenne un petit peu la réalité de Martigues cette saison, c'est quoi la fourchette aujourd'hui dans ton effectif? Comment tu constitues? Tu dois donner combien de gros salaires? Explique-nous un petit peu comment, quand on est directeur sportif de Martigues dans le sud, comment on doit gérer tous les aléas du plus petit salaire au plus gros. Déjà, c'est par rapport à la colonne vertébrale, c'est important d'avoir une bonne colonne par rapport au coach, ce qu'il demande. Bon, un attaquant, on sait très bien qu'un attaquant ne coûte pas 200 €. On sait qu'un attaquant, il y a un prix, idem pour le défenseur, idem pour le gardien. Donc, une fois déjà que tu as ciblé ça, après, tu complètes avec le reste. Comme l'a dit tout à l'heure Greg, voilà, on peut mettre un jeune à côté et un joueur qui a connu un peu la nationale ou un top joueur de N2. Par rapport à la division, nous, une fois que tu es national, par rapport à la différence entre la N2 et la nationale, c'est que tu vends la division au joueur. Ça veut dire que déjà le joueur, il sait qu'il va jouer en national. Donc il peut accepter financièrement de baisser. De baisser. Parce que voilà, toi, tu lui proposes... C'est une visibilité pour lui qui est importante. Voilà, c'est juste. Maintenant, un joueur qui a déjà joué en national, qui a enchaîné des années nationales, par contre, c'est dur. Par contre, c'est dur d'avoir des joueurs comme ça. Donc, il faut être patient. Et tu démarres avec une certaine somme. Et des fois, tu as des limites à ne pas dépasser, bien sûr. Mais des fois, il faut vraiment pousser. Et je pense que l'appel du coach fait la différence des fois. Sur des dossiers que je n'arrive pas à débloquer parce que je n'ai pas les moyens financiers, c'est là que je fais intervenir Greg. Je dis, bon, maintenant, à toi de jouer par rapport à la... Il y a des exemples sur des joueurs où tu voulais vraiment, Greg, et tu as usé de ton discours sur le jeu pour pouvoir les attirer à Martigues. Ouais, il y a plusieurs choses déjà pour affirmer ce propos-là. Sur le match de Nîmes, on avait 8 joueurs qui étaient là dans notre projet N2, National 2. Donc tu joues la montée en Ligue 2 avec 8 joueurs qui étaient là en N2. C'est quand même aussi exceptionnel sur ça. Et après, on a une règle d'or aussi avec Jamal, c'est de valider un joueur quand tous les deux on est d'accord. Je pense que ça c'est très important. Et au fil du temps, c'est un très bon recruteur, donc moi je lui fais beaucoup confiance. Et après sur des choix finaux ou des arbitrages à faire, je vais donner mon avis et on va valider. Je pense par exemple à Amine Emia où Amine était un petit peu chiant sur le dossier. Mais ça peut se comprendre. Vu son talent. Je me rappelle que je rentrais, j'allais en vacances et j'ai dit à ma femme, viens, on prend un hôtel, je vais me poser pour vraiment appeler le joueur. Parce que là, j'avais senti qu'il ne fallait pas lâcher. C'était Jamal qui l'avait ciblé quand il était à Chartres. Et moi, j'avais regardé, je me suis dit, lui, il ne faut pas que je le lâche. Et derrière, je l'ai appelé et on a réussi à l'avoir, quoi. D'accord. Et sur la fourchette financière que tu as en termes de masse salariale, ça va de combien à combien dans un effectif de N1? Il veut du chiffre, Walid. Non, mais il peut avoir des joueurs qui ont 1500 €. Ouais. Jusqu'à des joueurs qui peuvent aller avoir entre 5 000 et 6 000 €. D'accord. Ouais. C'est ça aujourd'hui là. Ouais. Ouais, donc c'est une fourchette basse par rapport à des joueurs de. Ah oui, par exemple, ouais. quand on voit la nationale, comment elle est constituée avec des clubs comme Dijon, comme Nancy, comme Sochaux. Non, mais c'est bien comme Le Mans, de parler chiffres pour essayer de. Surtout que 5 000, c'est vraiment le plus gros salaire. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir 2, 3, pas plus. C'est plus 5 000 que 6 000, je pense. 5 000, 4 000, ça tourne vers là, quoi. D'accord. Ce qui est des gros salaires pour le national quand même, par rapport à l'évolution de ces dernières années. Un mec à 10 ans qui prenait 5 ou 6 000 en national, c'était... Parce que maintenant, la majorité star, des clubs sont professionnels en national, alors qu'avant, il y avait beaucoup de clubs Et puis après aussi, ce qui est intéressant, comme l'a dit Jamal, c'est que tu as beaucoup de clubs qui sont descendus de Ligue 2 à national, donc ils ont dû récupérer aussi les salaires de Ligue 2, et vous avez fait l'inverse, c'est-à-dire que vous avez pu avoir des faibles salaires en N2 et peut-être les réajuster, mais ça part pas de la même manière. Non, mais moi je suis d'accord sur les clubs qui descendent de Ligue 2. Et pour moi, les clubs qui sont nationaux mettent autant de salaires, pour moi je suis pas d'accord. L'année dernière, on était sur un dossier d'un joueur, moi je lui en propose 4. Un club de national, il en propose 8. Je peux pas tenir, je peux pas lutter. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent proposer 8 en national. Oui, non, t'inquiète. Il y en a quand même. En région parisienne, il y en a. Le dossier, moi et Greg, on voulait vraiment ce joueur. Il nous avait dit oui, je propose 4 000. Il me dit oui, il n'y a pas de problème. Au final, un club, il appelle, il propose 8. Donc tu peux pas lutter. C'était en région parisienne, Jamal, non?
Non, plutôt vers le nord, je pense. Bon, vous regarderez les clubs qui étaient en national cette année et vous comprendrez rapidement. Pour un peu continuer la discussion, on a parlé un peu du parcours de Jamal, pour comprendre aussi l'entraîneur, l'homme, Grégory Poirier. Revenir un peu sur ton parcours, ancien joueur professionnel, passé par Arles-Avignon, par Nîmes, par Amiens. À cause de grosses blessures, tu as dû stopper ta carrière rapidement et tu as démarré de 7e division, très bas de R2, pour commencer ta carrière d'entraîneur. Comment ça s'est façonné ton style de jeu, ton envie d'entraîner déjà sur mon parcours, ouais, j'ai toujours été sensible à cette vocation d'entraîner. Je me suis dit je pourrais pas aller en Ligue 1, il me manquait de la vitesse, des qualités je dirais athlétique, et donc je savais que tactiquement et techniquement je pouvais y aller, surtout tactiquement, mais il me manquait des choses et du coup sûrement que ça a généré une frustration de pas aller au très haut niveau. J'étais compétiteur. Et du coup, ça a joué sur le fait que j'avais peut-être plus de prédisposition à entraîner au très haut niveau. Mais dans mon parcours de joueur, j'ai pu connaître un parcours dans un premier temps amateur qui m'a beaucoup servi pour ces valeurs d'aller chercher les choses. Et derrière, un parcours professionnel où tu vois les attentes d'un vestiaire professionnel, notamment en termes de jeu, pas qu'en termes de contrat ou tout ce qu'on peut dire. Je pense que les joueurs de foot professionnels sont dans l'attente d'un projet de jeu précis et de prendre du plaisir à travers le projet de jeu. Donc j'ai vraiment pu connaître ces deux valeurs de vie et valeurs de jeu. Et après, dans mon parcours d'entraîneur, ouais, je me suis dit, j'ai pas une grosse carrière de professionnel, donc il va falloir charbonner, il va falloir partir d'en bas. Et je suis passé par les clubs amateurs et j'ai eu un parcours très dynamique avec beaucoup de montées. Et je suis allé assez vite vers la N2. Et après, en N2, j'ai eu des expériences qui m'ont fait avoir des prises de conscience, des remises en question sur la relation avec les dirigeants, sur manager son staff, qui, pour aller au très haut niveau, était presque indispensable. C'est trop important aujourd'hui dans le foot. Et du coup, voilà, dans l'aspect de terrain, j'ai aussi essayé d'avancer dans le projet de jeu, parce que quand tu passes par la Bretagne, la culture du jeu est quand même très très importante. Mais voilà, aujourd'hui, c'est bien clair, bien défini, même si j'ai encore beaucoup de progrès à faire et que j'ai envie d'avancer, quoi. Tu sais qu'on t'appelle Monsieur Monté dans le métier quand même. Combien t'as fait de montées? C'est quoi, 7 montées en 10 ans, non? 6, ouais. 6. En plus, il y a la particularité, une année, c'est que j'ai réussi à faire 2 montées. Alors, en fait, je suis en R2 à Arles et j'attendais un contrat, j'étais en fin de chômage. J'ai 10 points d'avance, donc je sais que je vais monter à R1. Et j'ai pas le contrat qui va arriver. En Doom Marseille me propose en R1 un contrat. Et il restait 8-9 journées, ils étaient 6e et on finit second. Et je monte du coup aussi avec Andoum cette année-là. Et voilà, pourquoi on l'appelle Monsieur Monté. Et tout à l'heure, là, c'est de la magie. Là. Tout à l'heure, on parlait de Walid Ourinel, mais je crois que il t'a suivi sur beaucoup de clubs. Je lui dis souvent, il est très reconnaissant. C'est quelqu'un qui a une super mentalité, qui est parfois difficile avec les arbitres, mais c'est quand même, je pense que Jamal, il peut confirmer un bonheur quand tu as une mentalité comme ça dans un club. Et il m'a fait confiance quand je lui ai dit je veux venir avec Walid Ourinel. C'est le 3e club dans lequel je peux l'emmener. Et c'est sûr que la preuve, c'est qu'il a été souvent remplaçant. Ouais. Et j'ai toujours été objectif, c'est-à-dire que je ne suis pas dans l'affect. Par contre, c'est quelqu'un qui est très fiable dans l'état d'esprit et dans la qualité. Et quand il est bien physiquement, il arrive à apporter ce qu'il a pu apporter. Il nous a mis des buts exceptionnels, que ce soit l'année dernière ou cette année en fin de saison. Et aujourd'hui, ma fierté, c'est même pas que c'est ma relation avec lui, forcément. Il est père de famille, il a déjà 34 ans. C'est quelque chose de très fort entre nous. Mais c'est aussi que mon club le reconnaisse à sa juste valeur. Moi, j'avais une question à te poser, Greg, sur ton parcours, parce que tu l'as dit, tu es redescendu de tout en bas, les divisions amateurs. Tu as connu, je crois, 4 montées jusqu'au moment où tu arrives en N2. Tu as 2 passages qui sont un petit peu compliqués du côté de Saint-Malo et de Sedan. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as beaucoup appris à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression même que tu t'es complètement transformé. Alors, à l'époque, moi j'ai toujours travaillé sur le national, mais on regarde ce qui se passe en dessous et on avait des échos sur toi. Notamment quand tu arrives à Martigues, je me rappelle, tout le monde disait. 2021, on rappelle. Voilà, exactement. Cet entraîneur est complètement zinzin parce qu'en fait, il veut faire du jeu de position en National 2, alors que c'est pas du tout ça le schéma, on va dire, type, entre guillemets, de ce niveau-là. Comment tu t'es reconstruit après ces passages à Sedan et Saint-Malo? On peut le dire, c'est
est-ce que, enfin, moi je te pose la question plutôt, est-ce que c'est pas dans la gestion humaine que tu as le plus appris de ces 2 passages qui étaient compliqués? Parce que tu as très très vite progressé, on l'a dit, avec beaucoup de montées. Et à un moment donné, tu as un peu stagné, on va dire, dans ta progression justement lors du passage dans ces 2 clubs. Parce que je pense on parlait tout à l'heure de choses qu'on a réussi à faire qu'on n'a pas faites l'année dernière. Donc je pense qu'on a un destin et que la vie nous met toujours les mêmes expériences à ne pas refaire les mêmes erreurs et de valider certaines étapes. Et si tu veux, moi de suite, on m'a prédit un bon avenir quand je suis à Andoum Marseille. Mais Saint-Malo, pour moi, c'est pas un échec parce que j'ai rompu mon contrat et que beaucoup de gens ont parlé sur ça. Mais quand tu regardes l'année d'avant et l'année d'après, les résultats étaient même moins bons que ce que j'ai fait à Saint-Malo. Mais en tout cas, ça a été une vraie prise de conscience sur ma philosophie de jeu parce que je suis arrivé avec cette culture de la gagne, l'intensité. Mais en fait, à la fin, si c'était pour finir 8e et que tu n'as pas pris de plaisir par le jeu, tu te dis, bon merde, on n'a pas gagné. Tu vois, quand tu gagnes, bon ça va, tu t'as pas joué. Mais donc déjà, je me suis dit, la notion de jeu, je vais peut-être la mettre un peu plus dans les priorités. Et après, Sedan, c'est une mauvaise relation avec mes dirigeants. Il y a le Covid aussi. Ouais, le Covid, il n'y a pas eu de compétition. Spécial, on peut le peut dire. même pas me dire que c'est les résultats, puisque j'avais 5 matchs nuls, une défaite, une victoire. Et comme on dit, pour être un bon entraîneur, il faut avoir été viré une fois. Donc voilà, après, socialement, je vous dis pas que ça a été facile, hein, parce que c'est des niveaux où financièrement c'est difficile, tu balades ta famille à gauche, à droite, partout, et tu vas à chaque fois avec ton sac à dos, et pendant ce temps-là, tes enfants ils changent d'école et tu as l'impression de les décevoir. Donc faut passer par là, tu sais les enjeux, mais quand même ça fait mal, quoi. Et d'ailleurs, j'en profite parce que après 6 mois de chômage, Jamal m'a rappelé. Et ça, c'est aussi une force de recrutement dans ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui a fait, toi, Jamal, que tu recrutes Greg à ce moment-là? C'est quoi les qualités que tu perçois? On te le propose Déjà, je perds Eric Schell, qui était quand même un homme fort de la ville, déjà, parce qu'il est de Martigues. Que tu avais eu à Consola aussi, je crois. Qui est sélectionneur du Mali aujourd'hui. Sélectionneur du Mali, voilà. Et il fallait le remplacer par un entraîneur. J'ai reçu une tonne de CV. Mais pourquoi Poirier? Même si c'est vrai qu'au début, quand je sors à mon président, écoute, je vais recruter Poirier, même lui, il reste étonné. Mais de un, je savais qu'il avait faim. Parce que j'avais un peu entendu son histoire à Sedan, que c'est mal passé, et je savais qu'il était touché. Et de deux, je le savais qu'il allait relever le défi, parce qu'il connaît le championnat. Il était avec Andoum dans ce championnat, donc il connaissait bien le championnat. Et j'étais persuadé qu'il allait réussir. Même si ses débuts de saison étaient très mitigés, j'ai eu une grosse pression de résultats, mais il fallait lui laisser du temps. C'est vrai qu'il n'a jamais pu, dans la saison, composer sa meilleure équipe. Il y avait toujours des blessés, des suspendus. Mais dès que la mayonnaise elle a pris, eh bien, il est parti, personne ne l'a arrêté. Mais voilà, ces ingrédients-là qui aujourd'hui, il faut dire que j'ai refusé un coach qu'aujourd'hui il est en Ligue 2, à ce moment-là, qui est en Ligue 2. Et j'ai préféré prendre Poirier que prendre ce coach-là, tu vois. Mais j'étais sûr qu'il allait réussir, sûr. Justement, moi, ce qui m'intéresse, Greg, c'est la méthode que toi, tu as mis en place quand tu es arrivé du côté de Martigues. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, tu es arrivé avec des intentions de jeu dans une division où il y a quand même peu d'entraîneurs qui ont les intentions que toi tu as eues à ce moment-là. Et je crois que tu nous avais expliqué un jour que ta méthodologie, c'était par le plaisir. C'est-à-dire que l'idée, c'était de vendre l'idée de jeu, on va dire, aux joueurs et de les tenir, on va dire, avec le plaisir, on va dire, qui passait par ta méthodologie. C'était quoi ta méthodologie? Je contrôle l'effectif et je vois des joueurs de ballon dedans, comme Kadir, comme Belloumou. Quand tu as des cadres qui jouent au ballon, que tu proposes pas du jeu. Après, certes, la division, par expérience, où on disait, c'est pas le jeu qui fait monter en national. Mais voilà, je voulais amener cette méthode de travail, ces intentions de jeu. Tu en as parlé, il y avait le jeu de position. Ça commençait à se révéler en France, même si pas assez pour moi chez les entraîneurs français. Et donc, du coup, on est parti sur du jeu et on a réussi à valider sur cette deuxième partie de saison parce qu'il faut du temps, en fait. Pour le jeu, il faut des erreurs. Et souvent, on n'accepte pas les erreurs dans le jeu. Et c'est ça le problème. Et les résultats se durcissent. On te dit, ah, ça marche pas, ça marche pas. Et il faut quand même savoir que les 6 derniers mois, on gagne 13 matchs sur 15, la deuxième partie de saison en N2, et on reprend 11 points à goal. Donc déjà, ça te met un sentiment de confiance et de force pour aller au national. Il faut savoir qu'après, moi, quand j'arrive à Martigues la première fois, je veux jouer en 3-5-2 alors que Eric Schell joue en 4-4-2. Donc il a fallu convaincre les gens. Ça, c'était compliqué. Au début, tu fais des matchs nuls. Et à la fin de l'année, c'est là où j'ai fait un contre-pied un peu à tout le monde. On monte, donc on se dit on va rester en 3-5-2. Et je vais voir Jamal, j'ai dit on va faire un truc, on va être en possession l'année prochaine. Tout le monde nous attend en bloc bas en 5-3-2.
Et je vais faire le contraire. On va avoir un peu plus le ballon, on va tenir le ballon. Je sais que mes joueurs, ils en sont capables. On va pas avoir des gabarits. Par contre, techniquement, on sera au point. Et ça va tellement frustrer les adversaires parce qu'on va garder le ballon. Et en même temps, je veux pas défendre trop bas, donc on va défendre à 4 pour pas être à 5 derrière et avoir des joueurs un peu plus hauts défensivement et mieux quadriller le terrain. Et au final, ça a pris aussi. Dès le début, on a senti que tu avais les terrains pour mieux jouer au ballon, que tu frustrais les adversaires parce que tu étais le petit, mais c'est toi qui avais le ballon. Et on a surpris beaucoup par rapport à ça. Je pense que quand tu as un gros projet collectif, forcément, il en ressort les qualités individuelles. C'est-à-dire que quand tu es dans des bonnes dispositions, qu'on te met à ton meilleur poste, qu'on cible bien, qu'on est qualitatif sur ce qu'on attend, s'il y a de la compétence en face, les joueurs, on va avoir le meilleur. Après, on va pas se prendre pour d'autres, mais je pense que les Zouaoui aussi, peut-être qu'il a gagné en maturité depuis Toulon, mais je pense que déjà c'est très important quand par l'entraînement tu arrives à mettre vraiment ce système qui est très exigeant, qui est dans la performance, dans le fait de toujours vouloir progresser, et qu'à côté de ça, tu as aussi le système compétition qui doit valider ta semaine. Parce que tes semaines d'entraînement, elles doivent être bonnes, tu finis par jouer comme tu t'entraînes, mais tu dois aussi avoir ce petit supplément d'âme, un truc qui fait que tu es sous pression et qu'en match, voilà. Et nous, notre force, c'est quand même aussi de mettre ce cadre d'exigence, si tu veux, mais à l'intérieur, on essaye de laisser les personnalités se développer. Tu vois, on est vraiment sur ça. Il y a des choses, on est très exigeant dans le jeu, dans certaines attitudes à avoir. Mais à l'intérieur, c'est pour ça qu'on a parfois des personnalités très fortes, parce que je veux qu'elles se sentent libres aussi. C'est un quotidien, donc si tu peux pas te libérer et que tu es toujours entre deux, tu peux pas être totalement en confiance. On parle de la progression des joueurs. Une dernière question avant de passer à un autre thème, c'est aujourd'hui, on parle beaucoup du positif. Vous êtes monté cette année. Qu'est-ce qui s'est mal passé cette année ? Parlons un peu du négatif, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des moments de doute qui vous ont servi pour monter ? Est-ce qu'il y a des anecdotes, des moments de vestiaire qui ont fait basculer peut-être la saison du bon côté parce qu'à un moment donné, ça se passait mal ? Peut-être des discussions entre vous sur des désaccords, comme vous l'avez dit tout à l'heure, où c'est normal pour que le projet avance. On parle souvent comme si une saison, une montée, tout se passait bien. Et nous, on n'est pas là pour ça au Club des 5. Hein. On sait que la vie d'un club et d'une saison se passe pas parfaitement. Est-ce que voilà, il y a eu ces moments-là ? À la trêve, quand on fait le point, on savait qu'offensivement, on ne mettait pas assez de buts. On faisait du jeu, mais on ne marquait pas assez. Il fallait prendre des décisions. C'est vrai qu'au moment, après moi, voilà, j'écoute beaucoup, on échange avec Greg. C'est vrai qu'il fallait ramener quelque chose. Il fallait changer quelque chose dans décembre, offensivement. Après, on prend la décision, même si on pouvait continuer avec nous, on prend la décision de séparer d'Elias Najim, qui était un prêt de Caen, et de faire venir Epelé, et de faire venir aussi Cervantes. Ouais, Cervantes, ouais. Qui était au Mans l'année dernière. Qui était prêté par 3. Il fallait ramener quelque chose à cette équipe-là. Parce que je pense que si on serait resté comme ça, je pense qu'on n'aurait pas passé le cap. Il fallait ramener quelque chose, mais ça, c'est une discussion qu'on a eue avec lui. Et aussi, il y a aussi le cas de Gaëtan. C'est vrai qu'on n'était pas trop content de lui. Peut-être moi, plutôt en tant que directeur. Peut-être le coach, lui, il veut être un peu plus patient. Par Gaëtan Missimizu, qui était à Bastia Borgo la saison dernière. Je n'étais pas trop content. Il fallait que je le bouscule un peu pour qu'il se réveille. C'est vrai qu'il était un peu dans une période difficile. Après, bon, c'est lui qui met ce 3e but à Niort. Hein, mais je pense que le déclic, il est là. Il a la trêve. Tournant de la saison d'ailleurs, la victoire 3-1 contre Niort qui vous permet de passer devant et de garder cette 2e place jusqu'à la fin. C'est ça. C'est un match très important celui-là. Dans les têtes, il est super important. Moi, j'ai même dit avant à mes dirigeants, les partenaires du club et mes joueurs, ce match-là, je savais que j'allais le gagner. Ah ouais. Par contre, ce qui me faisait peur, c'était Cholet avant, et ça n'a pas manqué, on a perdu 2 points. J'avais tellement regardé Niort, sans manquer de respect, je me dis même, mais comment on peut, dans la façon de défendre contre eux, pour moi, ils avaient une grosse caractéristique, c'était vraiment la relation, c'est toutes les ressorties passées par Bernard, sur ballon par-dessus, sur LFG et Encho. Donc déjà, c'était d'empêcher ça, de faire que tu orientes les ressorties de l'autre côté. Donc déjà, pour moi, c'était pas trop dur à mettre en place ça. Et la deuxième chose, c'est Dali Amar, qui était un de nos anciens joueurs,
Niort a appris, mais qu'ils ont mis dans l'intérieur du jeu et qui était très performant. Et quand il passait pas par ce jeu long, il passait par Dali Amar. Donc il fallait aussi contrôler les espaces et réduire les espaces autour de lui. Donc c'est pour ça que j'ai changé complètement mon projet de jeu contre eux, même si on a eu des moments très difficiles en première mi-temps. J'ai aussi changé le système et je pense que c'est ça qui a un peu perturbé parce que j'avais des gros absents. Du coup, je suis resté dans le même plan de jeu, mais j'ai remis mon système habituel et de suite, on a retrouvé quelques temps de possession. On a réoccupé le terrain plus haut et on a repris de la force à la mi-temps. On avait été très efficace aussi. Donc là, ça a été pour nous, voilà, là j'ai senti que si on passait devant ce match-là, on n'allait plus rien lâcher par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière parce qu'on travaille beaucoup sur le mental des joueurs. Donc le vécu de l'année dernière faisait qu'on n'a pas refait... Et dans le calendrier, ce match contre Niort, il fallait rester à hauteur de Niort avant d'aller là-bas. C'était un objectif. On gagne chez eux et qu'on repasse devant. Donc, parce qu'ils avaient un calendrier de fin de saison très compliqué. En plus, beaucoup de déplacements. Je crois qu'ils ont été à Dijon, ils devaient aller à Sochaux, au Red Star, et vous recevoir. Donc ça devait être peut-être une accroche mentale pour tenir le groupe en disant les gars, faut pas baisser en moins de 3-4 points, quoi. Ouais, ça je l'avais en tête qu'ils avaient un calendrier difficile, mais bon, faut faire attention avec ça en national parce que parfois. Ouais, c'est vrai. Vous l'aviez vu l'année dernière. Du coup, ouais, mais c'est vrai que ce match-là, on l'avait ciblé et c'est pour ça, heureusement aussi, que quand on perd 2 points contre Cholet, le lundi d'après, Niort ne gagne pas. Et ça, c'est incroyable parce que là, les planètes étaient alignées cette année. Voilà, on a fait en 2 saisons, on a fait, si je me trompe pas, 119 points. Mais presque on monte l'année, on a moins de points que l'année dernière. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Après, c'est une régularité hors norme par rapport à nos moyens. Mais il faut savoir qu'on monte l'année, on a moins de points que par rapport à l'année dernière. Et justement, à quel point le scénario il te donne de la force? Parce que moi, je l'ai commenté, le fameux match entre Martigues et Cholet. Je comprends toujours pas comment Martigues ne gagne pas ce match-là et tu te dis mince, est-ce que ça commence à leur trotter? C'est le match qui permet au Red Star de monter en Ligue 2 et tu te dis mince, est-ce que ça commence pas à leur trotter dans les têtes? Est-ce que tu as eu beaucoup d'absents aussi à ce moment-là? On n'oublie pas que l'une des forces de ta saison, c'est le repositionnement aussi de Lily en attaque, qui est un coup de maître extraordinaire. Et là, peut-être aussi que tu peux nous expliquer comment tu arrives à faire comprendre à un joueur comme ça qu'il peut apporter autre chose au jeu. Lily, qui est un excentré, qui est rebasculé en neuf, mais gros travailleur et très bon devant le but. Moi, c'est vrai que je sors du match et vraiment, je suis inquiet. Je me dis, ça y est, ça commence à trembler. Mais le lundi, le résultat favorable, j'imagine, dans la tête, ça change tout. Ouais, c'est une contre-performance. On était dans un jour sans, je trouve. On a manqué de fraîcheur sur la fin de saison. Franchement, sur le bilan de la saison, comme j'ai dit, on l'a fait à l'énergie. Donc, sur ce match-là, on a été défaillant. Il y avait des absents très importants à certains endroits de l'équipe. Après, pour revenir sur Karim, bon, déjà, lui, avec l'âge, c'est quelqu'un qui affectionne de jouer plus dans l'axe. Donc ça venait quand même aussi de lui. L'année dernière, il fait une saison énorme, excentrée. Et dans le bilan qu'on fait avec Jamal, c'est qu'on n'est pas content, entre guillemets, de notre attaque, de notre efficacité. On sait qu'on fait du jeu, mais on n'arrive pas à valider. Donc il y a les excentrés, mais il y a aussi l'attaquant axial. Romain Montiel est blessé. Karim est beaucoup moins bon à droite que l'année dernière, donc on va tenter le coup. La difficulté, c'est que Karim, on était sûr de lui dans l'axe, mais à 2, parce qu'on avait joué en 3-5-2 2 ans avant, et il était très très bon. Là où on a été bon, c'est que dans l'axe, on l'a repositionné, ça lui a remis de la fraîcheur, de la confiance. Il a eu un état d'esprit énorme sur les 6 derniers mois, parce que ça lui a fait du bien à la tête, donc il faut savoir ça. Des fois, on se dit, putain, le joueur, je peux plus impacter sur lui dans la tête, mais au final, tu vas le repositionner. C'est bizarre, c'est que c'est un nouveau joueur en fait, alors qu'il a 34 ans. Et presque c'était un appui, c'était un relais. Il a fini capitaine à Niort quand même, et à Niort il fait but et passe D. Et puis avec un état d'esprit, il prend la parole avant le match. Donc faut jamais mettre trop d'étiquettes aux joueurs, même à 34 ans. Par rapport à son parcours, Karim, j'ai aussi envie d'avoir un mot. C'est quelqu'un qui a commencé en PHA. Et qui pue le foot, quoi. Quand vous le mettez entre les lignes, les contrôles orientés, la première touche de balle, plus le terrain est bon, plus il est bon. Donc c'est un joueur pour nous, c'est une fierté aussi d'avoir un joueur comme ça qui va signer pro à 34 ans. Pour parler du club, hein, pour dézoomer un petit peu, c'est vrai que ça va très très vite là, du coup, avec ces 2 montées en 3 ans, passer de N2 à la Ligue 2 la saison prochaine. C'est très fort ce que vous avez réalisé. Le club, on l'a dit un petit peu, est désormais porté par des investisseurs américains, hein, depuis juin dernier. Lepa et Rob Roscope, j'espère bien les prononcer. Oui. Ils sont représentés par Columbus Morpho, qui est venu de New York un peu pour gérer les affaires quotidiennes du club.
Jamal, l'objectif, c'était la montée dans les 3 ans, la montée en Ligue 2. Maintenant que vous y êtes, c'est quoi l'ambition de Martigues? C'est vrai que l'objectif, c'était en 3 ans, il fallait monter en Ligue 2. On a gagné 2 ans. Voilà, vous avez bien accéléré. Voilà, on a gagné 2 ans. C'est vrai que même pour eux, c'est très bien, mais ça va vite. Et l'exigence de la Ligue 2, ça demande beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de se maintenir, c'est sûr et certain. Déjà, avec le budget qu'on a. Et de 2, voilà, c'est... Moi, dans mon travail, j'ai gagné 2 ans. Déjà, c'est sûr et certain. C'est vrai, comme tu as dit, en 3 ans, on fait 2 montées. Après, maintenant, c'est de stabiliser le club à cette division-là, même si c'est que ça va être difficile. Mais nous, on y croit. On y croit parce qu'on sent quand même... Même c'est vrai que ce match-là avait 7000, mais je pense que si on pouvait remplir encore le terrain par rapport aux supporters de Nîmes, je pense qu'on aurait les 9000, 10 000 ici. Mais on sent quand même que dans la région, ça prend. Il y a une ferveur. Ça prend un peu moins que qu'on soit là avant. J'ai l'impression que Martigues, c'est petit à petit. Là, c'est en train de monter. Ouais. Là, par exemple, en début de saison, c'était un peu compliqué. Si vous étiez quoi, entre 100 et 500 personnes. C'est ça. Et là, si sur la fin, vous terminez à 7000, ce serait bien qu'il y ait cet engouement qui vous suit et qui vous porte l'année prochaine. C'est ça. Parce que même dans le département de 13, il n'y a pas de club de Ligue 2. Et le fait que nous... on est monté aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent même les clubs, les gens, tous les villes qui sont autour de Martigues voulaient que Martigues monte. Donc maintenant, à nous de bien se préparer, à bien représenter les Bouches-du-Rhône. Et là, vous changez de monde quand même, Jamal, parce que vous avez eu la transition N2 nationale, qui est aussi importante, mais entre la nationale et la Ligue 2, quand on parle aux spécialistes, voilà, tu deviens pro, quoi. C'est-à-dire que c'est plus la même chose, c'est conférences de presse d'avant-match, d'après-match, c'est un monde professionnel. Tu as parlé du budget, j'aimerais que tu nous le détailles un peu plus, mais même dans ta fonction à toi. Parce que tu as réussi à faire un travail monstrueux avec très très peu de moyens, mais dans des divisions inférieures, avec tout le respect que j'ai pour la N1 et la N2. Là, même toi, tu vas rentrer dans un nouveau monde directeur sportif. Peut-être toi qui es un peu plus un homme de vestiaire, tu vas devoir être dans les bureaux, devoir renforcer aussi ton équipe. Tu parlais de cellules de recrutement. Aujourd'hui, c'est inimaginable de voir une équipe en Ligue 2 qui n'a pas de cellule de recrutement. C'est quoi un peu ce qui va se passer là sur les prochaines semaines? Non, c'est vrai que là on rentre dans un autre monde. C'est vrai que depuis dimanche, même si mon téléphone est sonné à National, mais là c'est vrai qu'il sonne encore 2 fois plus. Et comme tu as dit, c'est vrai qu'il faut que je me structure autour de moi. Ce que j'ai parlé aux investisseurs, au président, que continuer comme ça commence à être compliqué. Je risque de passer à côté de certains trucs, tu vois. Donc, tu peux pas tout faire. Il faut que tu aies un staff élargi et des gens qui pas tout faire. Parce que là, c'est quoi le circuit court là? C'est toi, coach, et vous avez quoi? Vous avez une analyse vidéo. C'est quoi le staff aujourd'hui, les moyens? Comment vous êtes? Si en fait, je crois que les gens ne comprennent pas d'où vous venez en fait, de qu'est-ce que vous avez fait. C'est qu'il y a très très peu de même moyens humains. Les humains qui constituent. Au niveau de la direction, c'est un circuit court, c'est-à-dire président qui n'est pas toujours là parce qu'il est américain, Columbus et Jamal et moi. Donc ça, c'est le circuit court. Après, au niveau du quotidien, on a très peu de moyens et on est obligé d'être efficient. Mais au niveau du staff, moi, j'ai eu la chance d'avoir un staff élargi. Même s'il y a des jeunes, comme dans la fonction d'analyse vidéo, qui demandent à monter en compétences. Mais j'ai 2 adjoints terrain, j'ai un entraîneur des gardiens. Donc sur le staff, on est quand même... je parlais plus de tout ce qui est staff, vision club, etc. Ouais. Les bureaux, c'est quelque chose de... Après, voilà, comme il a dit, il y a Columbus. C'est vrai qu'il n'est pas trop là. J'ai un directeur général qui m'aide à tout ce qui est administratif et tout. Après, c'est vrai que tout ce qui est sportif, je suis tout seul. Mais là, voilà, j'en ai parlé. Tout le monde prend conscience qu'il faut vraiment m'épauler là-dessus. Donc, j'espère que d'ici quelques semaines, je mettrai en place une cellule de recrutement. Il ne sera pas homologué pour la Ligue 2 la saison prochaine, le stade Francis Turcan. Il va avoir besoin de travaux pour le devenir. C'est quoi les solutions, Jamal, actuellement pour le FC Martigues la saison prochaine? Déjà pour le maire, c'est une question, c'est priorité pour lui. Donc, il y a des travaux qui vont être faits. On espère, il met la pression pour que ça se termine le plus tôt possible.
Après, maintenant, il y a une équipe de travail avec le directeur général et à la mairie aussi. Ils essaient de trouver des solutions. Après, il n'y a pas 50 000 solutions, mais quoi qu'il arrive, il faudra trouver une solution. Voilà, il y a le vélodrome qui est pas trop loin de Ça pourrait être bien, ça. Voilà, de chez nous. Ils seront pas en Coupe d'Europe la saison prochaine en plus, donc il sera utilisable. Enfin, il sera pas trop utilisé. Je sais que mon président, il y a eu des discussions avec le président de l'OM, donc ils n'ont pas fermé la porte. Après les discussions, je sais pas ce qui s'est dit, mais je sais qu'ils sont en train de discuter. On a fait la possibilité aussi d'aller vers écouter de Nîmes, mais ça c'est autre chose. Mais écoutez, je pense qu'on trouvera une solution. Et on pourra évoluer chez nous le plus rapidement possible. On te sent encore pas en plein boulot, quoi, en pleine réflexion. Quand je parlais de changement de monde, il va y avoir sur les prochaines semaines beaucoup de boulot pour toi et pour le club. Là, on dit souvent que la transition, on ne s'arrête pas. Là, véritablement, pour Martigues, surtout avec le budget, parce qu'on n'a pas parlé du budget, mais c'est quoi, 5 millions qui est prévu? Je vais mettre le plus petit budget du Ligue 2. Ça sera le plus petit budget. C'est un budget très très minime en Ligue 2. Donc il va falloir vraiment se décupler et avoir de très très bonnes idées pour l'an prochain. Ouais, je pense faire de bons coups, comme d'habitude, mais je pense que voilà, je me plains pas de la situation, au contraire. Pour moi, c'est encore un défi que je suis prêt à relever. Et je pense, j'ai confiance à mon président et au club de partenaires à ramener des fonds pour qu'on puisse monter une belle petite équipe, quoi. Moi, justement, c'est quoi ta vision de la transition nationale Ligue 2? Parce qu'on a eu l'occasion d'en parler avec plusieurs coachs, Frappoli notamment, Mathieu Chabert, qui disait, ils n'étaient pas tout à fait d'accord tous les deux, il y en avait certains qui disaient, tu es obligé de monter avec une grande majorité du groupe qui t'a permis justement d'aller en Ligue 2 parce que tu vas jouer sur le phénomène justement de la confiance, de la dynamique en début de saison, où tu vas aller chercher des points là où certains seront en réglage, et puis tu en as d'autres qui disent non, au contraire, il faut savoir faire des coupes franches et au moins recruter 1 à 2 joueurs par ligne. Toi, par rapport aux moyens dont tu disposes, sur quelle feuille de route tu pousserais le plus? La stabilité ou la coupe franche? Ma vision, je pense qu'il faut garder quand même une certaine ossature. Après, je pense qu'il y a une réalité. La Ligue 2, il n'y a rien à voir avec la nationale. Hein, c'est plus athlétique, physique. Donc, avec le coach, on va discuter, on va échanger par rapport à est-ce qu'aujourd'hui il veut jouer le même système ou changer de système. Il y a tout qui rentre en compte. Mais je pense que je ferai un mixte. C'est sûr que Greg reste l'année prochaine alors? Écoutez, non, faut qu'on en parle de ça. Non, Moi, je suis là, hein, je suis derrière comme ça, j'attends que la décision arrive. Non, je rebondis, tu vois. J'en profite, je rebondis, tu vois. Et Manu, il a embrayé le pas. On peut te poser la question, Greg. Est-ce que c'est le moment des questions qui fâchent. Là, vous ça s'est bien passé, oui. Super bienveillant, là, ça y est. Non, mais c'est toujours bienveillant. Est-ce que tu accompagneras Martigues en Ligue 2 la saison prochaine? On sait que tu es beaucoup sollicité, qu'il y a des clubs de Ligue 2 qui sont intéressés par tes services. Quelle est la En fait, je situation vais être actuelle très aujourd'hui? transparent comme je l'ai été avec tout le monde, c'est-à-dire avec les clubs qui me sollicitaient. Enfin, j'aurais dû dire d'abord avec mon club, avec mon directeur sportif, avec les clubs qui me sollicitaient. Déjà, j'ai été très concentré jusqu'à la dernière minute contre Nîmes. Les clubs qui me sollicitaient ont vraiment respecté ça. Et moi, de toute façon, mon téléphone, il était en marche que pour le BEPF et que pour mon objectif club. Donc ça, c'est la première des choses. Et là, du coup, comme ça va tout très vite, on n'a même pas le temps de savourer. J'ai demandé une semaine un peu de réflexion, d'échange avec certains clubs. Jamal me l'a autorisé et je le remercie. Je pense que j'ai donné, et ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer, attention, n'interprétez pas ce que je veux dire, mais j'ai donné beaucoup pour le club. Et aujourd'hui, je veux avoir un petit moment de recul sur mon parcours pour savoir qu'est-ce qui est la meilleure voie pour continuer de grandir. Je suis très très bien à Martigues, je tiens à le dire. Je suis très bien dans mes relations professionnelles. On sait qu'on rentre dans un autre monde. Et aujourd'hui, je dois me poser la question, est-ce que c'est la fin d'un cycle ou est-ce que je repars sur un cycle avec Martigues? C'est vrai que mentalement, ça a été aussi usant cette saison dernière, la montée qui s'arrête finalement, qui ne se fait pas à la fin. Cette montée-là, cette année, il y a eu beaucoup de pression, j'imagine, de charge mentale. Il faut aussi se poser la question de savoir est-ce qu'on continue sur le même projet avec. Aujourd'hui, je suis à 98 matchs de championnat depuis que j'entraîne et je suis à 49 victoires, donc je suis à 50%. Je pense que ça a été démontré. Je suis l'entraîneur qui a eu le plus de victoires au FC Martigues.
Donc c'est un moment où en fait on s'attendait pas à monter 2 fois en 3 ans, et il faut savoir est-ce qu'il faut continuer ensemble. C'est vraiment, pour moi, j'ai qu'une semaine, c'est déjà très court. C'est vrai que ça va à une vitesse. Ça va vite dans le foot. Hein. C'est pas évident le football. Hein. On n'a même pas le temps de savourer qu'on doit tu repars sur la saison d'après. Que toi tu as des opportunités, que Jamal doit anticiper le fait que tu puisses partir, qu'il doit peut-être aussi travailler de son côté pour d'autres coachs. C'est quand même, ça va, on se rend pas compte, mais ça va quand même à 10 000. Alors qu'il y a une semaine, vous étiez ensemble en train de fêter le titre. Et du coup, Jamal, comment on gère ça justement avec le fait que vous allez discuter avec Grégory pour voir si vous repartez ensemble la saison prochaine. J'imagine que tu travailles aussi de ton côté pour toutes les options éventuelles. Ouais, déjà il est sous contrat. Voilà. C'est vrai. Pour dire le contrat, il y a un an. Un an, il lui reste un an de contrat. Après, je peux comprendre. Moi, Greg, on s'entend bien, on échange beaucoup. Il a été droit avec moi, il a été honnête. Je peux comprendre sa réflexion. Donc c'est pour ça que je le fais pas trop mal à la tête par rapport à ça. Je peux comprendre. Donc c'est pour ça. C'est vrai que pour moi, dans mon travail, je peux pas laisser trop de temps aussi, parce qu'il faut, si demain il doit partir, il faut que j'avance. Après, nous aujourd'hui, je l'ai reçu lundi avec le président. On a montré qu'on veut vraiment qu'il reste. On a montré la considération. On a revu certaines choses avec lui. Je pense que même lui, ça l'a touché. Après, aujourd'hui, c'est lui. Hein, c'est lui. Mais je peux comprendre sa réflexion. Surtout sur un cycle de 3 ans. Et puis en plus, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités. Ton nom, il circule dans beaucoup de clubs de Ligue 2. Et au-delà des noms, on s'en fout en fait. Au final, c'est surtout que ton travail et votre travail est récompensé. Vos compétences sont mises en avant, et c'est pour ça aussi qu'il y a des sollicitations. Et c'est bien, parce que on le répète, hein, semaine après semaine, ce championnat national fait émerger beaucoup de coachs. C'est un laboratoire à nouveaux coachs, ce côté un peu rafraîchissant qui je pense, moi, va permettre de faire évoluer le... Tu penses à Pierre Sage, par exemple? Non, mais Pierre Sage, j'ai cité Dornano, Habib Beye, Chabert, on a Karim Mokedem. Voilà, on a une nouvelle génération de coachs qui apportent quelque chose, et c'est très intéressant. Et tu parles d'Habib Beye parce qu'on a mis en avant Habib Beye et son travail, parce qu'il a fait un très gros travail au Red Star, mais ça ne veut pas dire que d'autres coachs en national font pas un aussi bon travail. Et c'est intéressant de voir parce qu'il y a eu beaucoup de débats, parce que c'est Habib Beye, il aura des opportunités là-haut. C'est intéressant de voir que Greg Poirier, il y a des directeurs sportifs en Ligue 2 qui veulent de plus gros clubs avec des plus gros budgets, avec tout le respect que j'ai pour Martigues. C'est intéressant de voir que t'as pas besoin voilà, il y a souvent vous forcez avec Habib Beye, etc. Non, Habib fait du très très bon boulot, et Greg Poirier fait du très bon boulot. Et sur les 2 dernières années, quand on a vu des Martigues Red Star, on a kiffé, et on a aimé ce que les 2 coachs nous ont proposé. Donc moi, je suis vraiment content, et après on verra sa décision, que ce soit à Martigues ou ailleurs. Mais c'est bien parce que si Jamal laisse partir Greg Poirier dans un autre club, même pour le travail de Jamal, c'est gratifiant. C'est comme je disais à Reda Amash avant, quand tu vois Pierre Sage aller à Lyon, quand tu vois Bichard aller à Clermont, Bey qui part, mais demain tu sais que le Red Star, c'est un club qui peut mettre en avant des entraîneurs. Et comme tu disais tout à l'heure avec Bozok ou avec d'autres joueurs, demain quand tu vas aller chercher un autre coach, tu vas dire mais regarde, moi j'ai pris Greg Poirier en 3 ans, de par son travail et de par notre club, ça lui a permis d'aller ailleurs, ou chez un tel ou un tel. Et ça, c'est les vases communicants, hein. Et moi j'aime cette mentalité, surtout qu'en fait à ce niveau de championnat, tu peux pas garder les mecs contre leur gré, c'est impossible. C'est des changements de carrière, c'est des changements de budget, c'est des opportunités, ça sert à rien, tu vois. Tu vas lui louper puis surtout si humainement ça s'est très bien passé, s'il y a donc moi je trouve ça bien. Une petite réaction en face. Non, il a raison. C'est vrai. Moi déjà personnellement, c'est une réussite quoi qu'il arrive. Prendre un entraîneur, de le prendre à N2. Et en 3 ans, il fait 2 montées. Il ne faut pas oublier qu'il a eu son diplôme aussi. Ouais. Je voulais d'ailleurs le remercier, le féliciter, pardon, parce que tu le récupères. Non, mais c'est aussi, c'est le César pour entraîner des clubs professionnels. C'est important. Il y avait Fabrice Abriel, Didier Digard, Sandrine Soubéran, etc. Donc bravo Greg. Merci. Ouais, tu vois, il monte. Une semaine par mois, il n'est pas là. Donc il fallait faire avec. C'est pour ça que cette année, elle est vraiment. C'est une grosse réussite, quoi. Et aujourd'hui, pourquoi je l'en veux? Si aujourd'hui il me dit tu me laisses cette année de réflexion, j'ai une opportunité, je suis obligé de lui laisser.
prépare trop. Bien sûr. Bien sûr, bien Je sûr. me prépare C'est moi important. aussi, mais avec du recul, je suis obligé. Je suis obligé. Aujourd'hui, j'ai récupéré l'état en N2, il me fait monter en Ligue 2. Il a eu sa contribution. Il a sa contribution. Après, aujourd'hui, voilà, il y a un choix, comme tu as dit, un choix de vie, un choix de carrière. Il a de la réflexion et c'est humain. C'est Et c'est humain surtout par rapport au parcours qu'il a eu. Et en tant Exactement. que directeur sportif, tu es obligé de prendre ça en compte. Tu es un peu énervé, oui, parce que tu aimerais gagner du temps sur le travail. Mais de l'autre côté, tu comprends les choses. Oui, tu prends les t'as intérêts de proposé, chacun. Tu prends les intérêts de chacun et c'est humain. Je peux comprendre qu'il peut prendre ce temps de réflexion. Après, maintenant, c'est lui. Hein. Si aujourd'hui, dans la semaine, parce que j'ai laissé un délai, s'il me dit Jamal, ben, écoute. Il est très court le délai. Non, non. S'il me dit Jamal, écoute, ben, je décide de partir. Ben, à ce moment-là, Le problème, c'est qu'on enregistre et on ne sait pas quand est-ce qu'on va la sortir. Oui, c'est ça. Donc peut-être qu'on aura sûrement Voilà, la peut-être qu'il y aura décision. déjà On aura sûrement la décision quand ça sortira. Donc on mettra des petits updates en dessous. en dessous. Mais même, je vais le dire, parce que nous, on a préparé l'émission. Bon, j'ai pas eu l'occasion de parler avec eux avant de faire l'émission, mais de les voir eux deux venir sur ce plateau-là alors que on ne sait pas ce qui va se passer. Il y en a beaucoup qui auraient refusé. Non, mais on ne sait pas ce qui va se passer pour Greg et derrière qui va entraîner ou non Martigues, de vouloir quand même raconter l'histoire de Martigues des 3 dernières années. Sincèrement, c'est pas commun. Moi, je me posais la question avec les équipes. Je disais, mais ils veulent vraiment faire à deux Moi, c'est pour ça que je voudrais rebondir. Je pense que notre parcours à chacun et notre réussite à Martigues, c'est inspirant. Parce que ça veut dire que le collectif au-dessus est au-dessus de la logique financière. Et en plus de ça, les intérêts personnels, là on voit bien qu'aujourd'hui on parle beaucoup de moi et que Jamal, moi en plus ce que j'ai apprécié, c'est qu'il m'a montré sa volonté que je reste. Ça m'a fait plaisir parce que je pense que j'ai fait des choses belles et il veut que je continue. Et du coup, qu'on se parle tranquillement aussi parce qu'on a développé à côté de ça une relation d'amis. C'est très important parce que le directeur sportif, clairement, ça l'énerve, on va pas se mentir. Bien sûr. Mais l'homme, il comprend aussi l'homme qui est en face et les intérêts de parcours. Oui. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est aussi un exemple qu'on vienne discuter tranquillement. Ça montre quand même cette force-là, quoi. Mais justement, quand on voit c'est le mot que j'ai beaucoup utilisé depuis le début de cette émission, mais quand on voit le lien émotionnel qui vous lie, directeur sportif, entraîneur, mais on pourra en parler aussi également entre l'entraîneur, le staff et le reste du groupe. Le fait comme ça que si jamais Greg devait partir justement du FC Martigues, est-ce qu'il n'y aurait pas une rupture, on va dire, dans le cycle au moment où tu dois découvrir un nouveau niveau, où tout va être nouveau, comme le disait Walid? Est-ce que c'est pas quelque chose, toi, qui te fait peur, Jamal? Non. Non, franchement, non. Tu peux pas avoir un truc de ruissellement, on va dire, si le coach part, les joueurs si Greg se poser les questions. je gagne du temps. Ça, c'est sûr et certain, je regagne du temps. Mais si demain il n'est pas là, c'est vrai que déjà je vais découvrir la division. Il faudra mettre un nouvel entraîneur, voir comment il travaille et découvrir tous les deux la division. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais sinon, de toute façon, je m'y prépare. Hein. Toi, tu travailles déjà sur un autre coach en cas de départ. Tu es obligé d'anticiper. J'ai échangé avec Greg, je lui ai prévenu quand même. Parce que c'est vrai que moi, je suis obligé d'avancer. Au cas où, si demain, il doit me dire qu'il doit partir. Mais ouais, j'ai commencé un peu à avancer. Il paraît que ça, c'est un mec de la région, un entraîneur du Sud. Non. Genre Habib Bey, parce qu'il paraît qu'il est sur le marché. Je d'aller plus loin. Un entraîneur peut-être qui entraînait dans une équipe qui avait un peu la même couleur que vous à domicile en national. Pas mal. Non, on va arrêter. Et sans et or, un peu comme ça. Là, Pour l'instant, moi, dans ma Francaise, c'est ça. Ouais. Dans ma tête, j'ai poiré. Et Greg, le temps jouera aussi le temps local de ton futur club, ou si tu restes à Martigues, va jouer ou pas dans la Il faut décision? savoir quand même que Jamal, pour l'anecdote, il m'a dit: t'as vu, il fait pas beau à Paris. Et la vie est chère. Non, après, il y a plein de critères qui rentrent en jeu, forcément. Puis en plus, selon les timings, voilà, moi, ça fait 7-8 ans que je suis dans le milieu amateur. Je pense avoir prouvé des choses. Et voilà, c'est une question, c'est un timing. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a l'aspect familial, forcément. Il y a le cycle avec ton club. Il y a la relation. Il y a plein de choses. La façon dont tu vas travailler aussi. Ça, c'est très important. Quand tu restes ou que quand tu partes, il faut bien l'anticiper. En fait, le management, c'est pas voir que le positif, c'est anticiper ce qui peut se passer un peu moins bien. Et c'est dans ces moments de réflexion qu'il faut essayer d'être clairvoyant et de voir avant. Moi, je pense qu'on est arrivé au terme de cette magnifique clairement. discussion autour du FC Martigues avec nos deux invités du jour.
Jamal Mohamed et Grégory Poirier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler du C'était un plaisir. Et des secrets de la réussite du club provençal, la Venise provençale. Et puis bon courage dans vos prochaines missions. Alors bon courage en Ligue 2 la semaine prochaine, bon courage en Ligue 2 avec Martigues ou un autre club, Greg. On verra quand la vidéo sortira. Parce qu'il y a beaucoup de boulot. Bravo pour ce que vous avez fait, vraiment. Et on espère que vous allez continuer à rayonner. Exactement. Ouais. Manu, merci pour les émotions parce que c'est vrai qu'on vous suit depuis quelques années et on s'est régalé. Malheureusement, on va pas monter avec vous, mais on vous suivra avec plaisir. On continuera de vous suivre, Greg, peut-être à Porte-Saint-Ouen, peut-être ailleurs, peut-être à la télé, mais on continuera de suivre tout le monde. Tu l'auras placé avant la fin. On va pas demander une réaction en face. Bon. Merci aussi à vous deux. Merci Manu, merci Walid d'avoir été des fidèles lieutenants pour parler de cette magnifique, de ce beau sujet. Et je remercie encore une fois notre partenaire, bonmaillot.com, qui nous permet d'enregistrer cette émission. Et je remercie également Fares Hachem qui est à la réalisation de cette émission. Et je voulais remercier aussi Idriss qui suit Martigues et Romain Canucci qui nous ont permis de faire tout ça et pour les informations, pour le travail complémentaire. Merci à eux. Les remerciements sont complets. Et donc on se dit à bientôt les socios pour un nouveau rendez-vous du temps additionnel. Salut!